qui vont rester scotchés, sachez que ça va faire 2 heures de lecture et d'analyse. Quand je parle d'analyse, c'est que on peut de temps en temps se poser des questions ou analyser un paragraphe. Mais nul vivre près d'un aéroport, c'est pas facile, hein? Isaïe, bonjour. Isaïe le roi, bonjour. Ça fait longtemps. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ok. Parlons alors de la session au pouvoir de monsieur Amadou Ahidjo, le criminel Amadou Ahidjo. Hein? Le sanguinaire Amadou Ahidjo. Le 3 février 1958, Jean Amadié, nouveau haut-commissaire de la République française au Cameroun, arrive à Yaoundé. Le lendemain, il reçoit longuement M. André-Marie Bida, Premier ministre, lequel sort de cet entretien consterné par les propos du haut-commissaire. Le 10 février, le discours de ce dernier, lors de sa réception par l'Assemblée législative, marque la rupture. Le 11 au matin, un conseil des ministres, le Premier ministre attaque. Donc, en conseil des ministres, le Premier ministre, André-Marie Bida, attaque avec une extrême violence Jean Amadié. Mais la majorité du cabinet donne raison au second, donc à Jean Amadié. Dans la soirée, le groupe de l'Union camerounaise retire ses représentants du gouvernement. Quand on parle du groupe de l'Union camerounaise, on parle là du groupe d'Amadou Ahidjo. Parlementaire d'Amadou Ahidjo. Oui. Donc, ils vont retirer les représentants du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était pour faire tomber le gouvernement. Hein? Comme disait le putschiste Alassane Dramane Ouattara, hein, je vais faire tomber ce gouvernement de moribond. Hein? Je vais abattre ce gouvernement de moribond. C'est ce qu'Ahidjo avait fait. Ok. Je disais que dans la soirée, le groupe de l'Union camerounaise retire ses représentants du gouvernement et celui des paysans indépendants déclare ne plus maintenir son soutien à M. Bida. Le Premier ministre, après avoir tenté de former une nouvelle équipe ministérielle, doit se rendre à l'évidence. Il démissionne le 16. Le 18, M. Ahidjo est investi Premier ministre par 49 voix contre 0 et 15 abstentions. Donc comme ça, même les gens d'André-Marie Bida n'ont pas voté. Je ne comprends pas. Cet épisode qui ouvre une période d'exceptionnelle stabilité gouvernementale sans que personne ne puisse s'en douter à l'époque, s'inscrit dans un contexte historique et politique beaucoup plus ample, celui de la crise hégémonique des diverses sociétés situées au sein des frontières. Quand on parle des frontières, on parle des frontières camerounaises, qui inaugura la pénétration européenne du 19e siècle. Donc, en bref, voilà comment Ahidjo va accéder au pouvoir. Donc, il va devenir Premier ministre du Cameroun autonome. Parlons maintenant de la colonisation et de cette crise hégémonique dont on a mentionné à la fin ici.
Dans la première moitié du 19e siècle, le commerce de traite avec l'Europe se substitua à la traite des esclaves et s'intensifia pour parvenir en 1868 à Douala à un stade d'échange continuel avec des commerçants anglais et allemands. Les marchandises européennes pénétraient toujours plus loin à l'intérieur des terres. L'action de cette insinuation marchande du capitalisme sur la structure sociale des sociétés autonomes, plutôt autochtones, fut considérable. Dans un premier temps, sur le littoral et dans le sud, elle semble avoir renforcé la situation des chefs de file des systèmes sociaux établis, qui purent monopoliser à leur profit les nouveaux moyens d'enrichissement et l'usage des biens importés. La différenciation des richesses et l'extension de la grande polygamie qui en résultat drainèrent vers les chefs les plus puissants de nouveaux dépendants. Mais cette accentuation de l'inégalité aggravait parallèlement les tensions inhérentes. Les tensions inhérentes à cette société, bien sûr. Tout d'abord, les tensions entre les chefs qui devenaient de moins en moins égaux entre eux, la puissance que les uns tiraient du commerce de traite suscitait l'appauvrissement relatif et la rancœur des autres. Et Douala, c'était bien fait de l'argent. Ouais. Les successions s'envenimèrent aux guerres entre ennemis qui cherchaient à se couper mutuellement la route vers la mer et à s'installer en position d'intermédiaire obligé entre les Européens et l'arrière-pays. S'ajoutaient des conflits entre lignages de parenté parfois très proches au sein du même groupe ethnique et la tendance à la fragmentation et à la segmentation par création de lignages autonomes et donc se fit plus vive. Tension en second lieu entre les chefs et leurs dépendants. La grande polygamie irritait les cadets sociaux qu'elle privait d'épouses. Les femmes voyaient leur réification accrue par le commerce. Les jeux savants de l'échange inégal et de la redistribution étaient faussés. La dimension collective et cosmique des clientages s'altérait. Les chefs, au moins ceux de la côte entre parenthèses, utilisant de plus en plus ouvertement leurs dépendants à des fins personnelles. Fait plus grave, l'intensification de la traite des produits finit par ruiner les monopoles indigènes qui fonctionnaient au bénéfice des chefs les plus puissants et par multiplier les possibilités d'enrichissement. Il faudra attendre la colonisation pour que s'affirme cette évolution dans l'arrière-pays, mais elle s'esquissa très tôt sur le littoral. Les cadets sociaux Douala devinrent nombreux à prendre part aux échanges avec les Européens et à pouvoir convertir des biens de substance. Entre parenthèses, qui ne faisaient l'objet d'aucun contrôle coutumier de la part des aînés sociaux. Ils convertissaient ces biens en biens de prestige d'origine occidentale. L'élite des grands chefs commerçants commença à craindre de perdre l'exclusivité de l'allocation de ces biens de prestige et, de ce fait, le contrôle de leur clientèle. Pour M. Wills, il n'est pas douteux que ce soit cette confrontation avec leurs dépendants et la peur de perdre la partie qui incitèrent les chefs Douala à demander à l'Angleterre puis à l'Allemagne la signature d'un traité de protectorat dans un réflexe que l'on ne peut s'empêcher de notre côté de comparer
mutati mutandi, au recours bonapartiste de la bourgeoisie française en 1851. Belle partie de l'histoire. Ça, à cette époque, était installé au Cameroun un commerçant allemand au nom de... Quelqu'un se rappelle? Bonabakwedi, tu te rappelles du nom du commerçant là? Commerçant allemand. Oui. Allemand. Attends. Non, pas pour Camev. C'est Ver quelque chose. Non, c'est Adolf Wohrmann. Adolf Wohrmann, oui. Ouais. Adolf À Wohrmann. l'époque, le chancelier allemand était Otto von Bismarck. Oui, Wohrmann. Mhm. Ouais. L'histoire, c'est ça, c'est qu'il faut retenir. Il faut creuser un grand trou dans ton cerveau et remplir ça dedans. Tu remplis, tu mets. C'est comme ça. Chaque fois, quand on prononce un mot, ça te rappelle tout un paragraphe. C'est comme ça que vous dites que Wilfried Kanga est très fort. Parce que c'est ce qu'il sait ça. Plus il lit, plus la lecture d'un livre lui rappelle la lecture d'un autre livre, ainsi de suite. Puis, à la fin, il fait comme une sorte de synchronisation. Donc, c'est ça. Donc, quand s'il commence à parler de comment je vais dire ça, de ce qu'on appelle la colonisation et la crise hégémonique, ça va l'amener à parler d'autres choses. Et certains vont dire, mais il sort du sujet où il récite comme l'IA, ou dans des choses que les gens racontent souvent, alors que il faut simplement mémoriser tout, essayer de mémoriser le plus de choses possible. Je me rappelle quand je faisais le cours moins 1, on avait un maître qui était sérieusement méchant, comme on dit là, comme les chiens méchants. Et quand je me rends même compte que l'histoire du Cameroun c'était une fausse histoire. Le gars, il y avait un truc dans le livre d'histoire à l'époque qu'on appelait les dates historiques du Cameroun. Il fallait réciter ça, c'était comme ça. Donc on t'appelait, tu devais réciter toutes les dates historiques du Cameroun. Et le jour de contrôle, dans le jour où il devait contrôler on devait appeler chacun, il vient devant réciter, mon frère. Si tu échouais, on te baissait la culotte, on te fessait. On versait l'eau d'abord sur toi, si tu te fesses avant de te fesser. Donc, le foie qu'on a, surtout avec le rotin. Aïe! Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai passé une semaine à réciter. Même quand je partais à la boutique, j'oubliais ce qu'on m'envoyait acheter parce que je récitais les dates historiques. Quand je me rends compte aujourd'hui que c'était même les bêtises, mon frère. Avec tout le mensonge qu'il y avait dedans. Nous avons une question, Kolo, avant de poursuivre. Nous avons une question en commentaire de quelqu'un qui souhaiterait qu'on lui réexplique la relation entre les aînés et les cadets sociaux. Aujourd'hui, quand on va parler d'aînés et cadets sociaux dans notre société, on parlera plutôt de l'oligarchie. Moi, je vais plutôt présenter ça comme ça, dans les oligarques et les frustrés, les laissés pour compte comme nous. Donc, tout ce que mon ancien ami Arissi Mono appelle les en bas. C'est eux là, les cadets sociaux. Donc, entre les oligarques et les en bas aujourd'hui, il n'y a pas de relation. Les oligarques utilisent les en bas pour, comment je vais dire ça, pour continuer à solidifier leur oligarchie. Tu parles de la période avec le colon. Oh,
Ok. Non, c'est parce que ta question, j'ai pas bien compris. Mais bon, à l'époque, on a déjà expliqué ça, on a déjà expliqué comment ils avaient créé des inégalités dans la société et tout ça. Donc, ce qu'on pouvait présenter comme aînés, c'est ceux qui pouvaient se dire être proches du colon, donc qui bénéficiaient de certains avantages. Donc, les cadets sociaux, c'était, comme j'ai dit, c'était les chômeurs, les frustrés, les laissés pour compte et tout ça. Bon. Relation, je pense pas qu'il y avait vraiment une relation entre eux. Ça a toujours été comme ça, le prolétaire, le bourgeois. Ça n'a pas changé. Jojo Clivet, un livre non politique, ou du moins 2 livres, ou bien je vais en citer 2 parce qu'il y en a plusieurs écrits par des auteurs camerounais qui pourraient mieux te plonger à l'intérieur sans qu'on ne soit trop dans le politique. Il y a, comment on appelle le Bill Cruel de Mongo Betty. À l'intérieur, c'est très bien illustré, les cadets sociaux, les aînés sociaux, et nous sommes encore dans la période en contact avec le colon. Aussi, le pauvre Christ de Bomba, qui relate aussi ces mêmes faits, mais plus accentué dans la relation avec la chrétienté, dans l'Église catholique. Et tu as aussi un autre livre, le deuxième est toujours de Mongo Betty. Le troisième, tu as Le Vieux Nègre et la médaille, qui montre aussi cette relation, mais cette fois-ci, c'est un ancien combattant qui est devenu, après la guerre, un cadet, on peut dire un cadet social, et dont la relation avec le colon a changé. Donc, pour illustrer ça et pour comprendre un peu cette sociologie-là, ces 3 livres vont te plonger à l'intérieur et te permettre un peu de voir la connexion avec la politique et le politique. Merci, Kolo, tu peux continuer, s'il te plaît. S'il te plaît, bonjour. Je suis Bonjour. monté parce que je voulais préciser ma question. Oui, c'est parce qu'il a lu une partie là où il parlait des femmes, de la polygamie. Il a parlé des échanges avec les colons et ce qui avait, ça créait une forme de tension parce que les aînés sociaux n'avaient plus certains monopoles. Et il parlait aussi du fait que les cadets sociaux n'avaient pas de femmes parce que les aînés sociaux avaient plusieurs femmes. C'est quelque chose comme ça, je n'ai pas bien compris. Je sais pas, s'il a lu cette partie-là, je n'ai pas bien compris ce passage. C'est par rapport à ça qu'il pose la question. Ok. Il faut tendre les oreilles, je vais relire. Bon, c'est pas que je n'ai pas entendu, j'ai dit je n'ai pas compris. Donc, il y a des éléments là-bas qui pour moi étaient un peu bizarres, je ne comprenais pas de quoi il s'agit. C'est pour ça que je demande si tu pouvais un peu expliquer. Dans ce cas, il faut que ta question soit précise. Qu'est-ce que tu recherches au juste? Oui, tu as parlé des échanges qu'il y avait entre les colons, jusqu'à tu as parlé de la compagnie Woman. Hein? Les Non, échanges qu'il y avait entre les colons la compagnie Woman n'est pas dans la lecture. C'est moi qui ressors avec. Oui, j'ai dit tu as parlé de la compagnie Woman. Parce que tu parlais des échanges, tu lisais au niveau des échanges entre les colons et les peuples, on peut dire autochtones. Les monopoles que les aînés sociaux au niveau des autochtones ont perdu, un truc comme ça, avant la pénétration coloniale. Et tu as parlé aussi, tu as aussi lu ici là, le fait que la polygamie avait fait que les cadets sociaux n'avaient pas de femmes. Quelque chose là comme ça. Et parce que les aînés sociaux avaient plusieurs femmes. C'était un peu et il y avait des tensions entre les gens qui voulaient le leadership. C'est mieux qu'on relise. Oui. C'est mieux qu'on relise et au fur et à mesure, tu pourras stopper et circonscrire ta question pour qu'on explique mieux. Ok. Je te demande à quel niveau? La grande polygamie irritait les cadets sociaux qu'elle privait d'épouses. C'est la partie là c'est cette partie là que tu parles. Les femmes,
Exactement. Et je voulais un peu que, quand je dis l'explication, je voulais un peu voir quelles devaient être les conséquences sur la population ou sur la structure sociale. Donc, je t'ai demandé un peu plus de détails Non, mais est-ce que pour avoir. est-ce que tu as besoin que quelqu'un t'explique ça plus vite? En tant qu'Africain ou en tant que Camerounais, tu sais ce que la politique, tu as vécu dans un environnement. C'est pas comme si, à moins que tu sois né en France ou en Belgique, je sais pas où, et que tu ne connaisses pas les réalités du continent. Ce qui est sûr, c'est que, si tu as vécu, si tu es Bamileke ou si tu es Betty ou je sais pas, tu as vécu quelque part au village où ça se voit très rapidement. Les chefs, tu pouvais avoir ta copine au quartier que tu y as mort, que tu te dis que tu vas l'épouser. Quand le chef a mis l'œil sur elle, on te dit que si tu salues encore la fille là, tu es dans les problèmes. J'ai souvent pris un exemple ici de ma propre famille où, en réalité, nous, on devait être de Babonnet, par exemple, mais nous sommes aujourd'hui de Bafang-Centre. Pourquoi? Parce que mon arrière-grand-père, le chef Babonnet avait arraché sa femme. Hein? Et comme c'était le chef, on a dit à l'arrière-grand-père que non, laisse. Il a mis l'œil sur ça, il faut le laisser avec. Et lui, il n'avait pas avalé ça. Donc, il a quitté en maudissant ce dernier. Donc, ça fait que pendant des décennies, voire même un siècle, ces gens-là ont passé le temps à venir nous supplier que non, il faut qu'on revienne, il faut qu'on accepte de revenir, sinon la malédiction persiste. Or, on nous avait dit que si vous tentez de mettre pied là-bas, c'est vous tous qui allez laisser votre peau, parce que le grand-père avait dit, il ne pardonne pas, il n'a pas pardonné, c'est pas vous qui allez le faire. Et ma grand-mère m'expliquait ça dans un sens plus, comment je vais appeler ça? Léger. Non, par exemple, elle expliquait que si quelqu'un aujourd'hui vient prendre ta chèvre, et sans demander ton avis, quelqu'un vient arracher ta chèvre, et que 20 ans plus tard, il vient te remettre même 10 chèvres, et que tu crois que parce qu'il t'a remis 10 chèvres, il t'a fait du bien. C'est que tu n'as rien compris. Parce que ta chèvre, si peut-être que en 20 ans, tu aurais pu avoir 100 chèvres. Et peut-être que parmi ces chèvres-là, il devait avoir des chèvres mais sur le marché, le prix pouvait battre le record. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, donc, c'est Oui, je comme ça. comprends. Je voulais qu'elle dise les relations, je voulais mettre en lien. Est-ce que ça a eu des conséquences, les relations avec le colon? Peut-être, genre que Avec le quelqu'un colon, était comment? frustré parce qu'il n'a pas eu de femme. Il dit, je vais livrer la chifferie au colon. Je vais trahir les secrets de la chifferie au colon. C'est un peu dans le sens que je voulais parler. Non, mais les chefs traités déjà avec les colons, toi, tu vas livrer quoi au colon? Bon, tu peux trahir certaines choses que les chefs disent entre eux et que le colon n'est pas au courant. Enfin, l'autre là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les traîtres étaient de tous les niveaux. Quand je vous lis l'histoire de Bansoa ici avec Fonchinda était le chef Bansoa, non? Hein? Les Fosokondjo qu'on lit ici tous les jours, les Matfo, tous ces gens-là, c'était des chefs, non? Mais ils étaient des collaborateurs du colon. Est-ce qu'il fallait que quelqu'un d'autre pour venir trahir quoi que ce soit? Eux-mêmes, ils étaient là pour trahir. Donc, je sais pas. Moi, je sais pas. Oui. Oui, et continue la lecture, s'il te plaît. Ouais. Donc, quand j'ai dit que qu'il n'est pas douteux, selon monsieur Witt, que ce soit cette confrontation avec leurs dépendants et la peur de perdre la partie qui incitait les chefs d'Ola à demander à l'Angleterre puis à l'Allemagne la signature d'un traité de protectorat, dans un réflexe que l'on ne peut s'empêcher de notre côté de comparer mutati mutandi au recours bonapartiste de la bourgeoisie française en 1851.
Et c'est pour ça que quand je parlais de protectorat allemand, j'ai pensé à Adolf Bormann. J'ai pensé, parce que lui, c'était un commerçant allemand qui était installé au Cameroun, à Douala principalement, qui avait utilisé ses relations avec le chancelier Otto von Bismarck pour amener les chefs Douala à se prêter au jeu de la signature de ce traité. Ouais. C'est ça. Malgré qu'il y a c'est King Ndoumbe III qui sort sa part d'histoire, alors que lui-même il était un collabo. Parce qu'il a une librairie, il pense qu'il connaît trop. Il passe le temps à manipuler les gens. Pourtant, Ebola a sorti un livre de l'UPC au Manidem où il présentait King Ndoumbe III comme étant un collabo. Alors que c'est son frère, voilà. Donc, s'il n'a pas pu, en tout cas, Ebola dit dans le livre qu'il a été menacé. Mais la réalité, c'est que il a été menacé parce qu'il a dit la vérité. Bien. Il apparaît donc clairement que le commerce de traite, qui avait dans un premier temps renforcé la domination des chefs du Sud sur leur clientèle, ne tarda pas à mener de l'intérieur et à exaspérer les contradictions des systèmes sociaux établis. Cette agitation, la colonisation et la pénétration directe du mode de production capitaliste allait progressivement le transformer, ou plutôt la transformer, en véritable crise organique dans l'ensemble du pays, en modifiant l'organisation économique, en diffusant un mode de rationalité inédit et en engendrant de nouveaux réseaux de clientèle, le plus souvent au bénéfice d'anciens dépendants. La colonisation eut pour effet quasi immédiat d'imposer un changement d'échelle et de nature de la domination. Les chefs de file de clientage, autrefois souverains, qui fondaient leur autorité sur leur communion au cosmos, devinrent des intermédiaires entre un système politique et économique transcendant et leurs dépendants. Au-delà de ce phénomène général, la colonisation n'affecta pas également ni simultanément les structures sociales dans l'ensemble du pays. On peut distinguer trois situations principales. Selon le rythme de transformation sociale, entre parenthèses, croissance économique de type capitaliste, scolarisation, christianisation, et la capacité de l'aristocratie à les canaliser. Dans les sociétés lignagères du Sud, où la modernisation fut rapide, la colonisation altéra radicalement le contrôle que les aînés sociaux exerçaient sur leurs dépendants. On dit bien que la colonisation altéra radicalement le contrôle que les aînés sociaux exerçaient sur leurs dépendants, non sur les cadets sociaux. D'un côté, les processus remarquablement congrus de l'action colonisatrice, de l'évangélisation, de la culturation et de l'implantation directe du mode de production capitaliste favorisaient l'émancipation des dépendants des relations de clientèle anciennes et les intégrait à de nouveaux clientages basés sur l'enrichissement économique et les positions d'intermédiaires culturels ou administratifs. Donc, catéchistes, instituteurs, écrivains, interprètes, chefs administratifs. Donc, quelque part, avec la présence des colonisateurs, après, on va dire comme ça, après, pas simplement après la signature du traité, mais disons après 1885, après la conférence de Berlin, où ces gens-là descendent sur le continent pour rester. Il y aura ceci qui vont former certains cadets sociaux, et donc ils
ils ne seront plus vraiment dans la classe des dépendants. Mais ils seront un peu comme une classe moyenne. Donc ça fait que si tu as un fameux Ndongo qui est tout puissant et qui vous dit quoi faire, et qui a un certain Onana qui arrive par exemple, et qui sort la diaspora avec ses 10 millions de dollars qu'il a gagné au loto, et créer une grande société qui emploie 5000 personnes. Ces 5000 personnes maintenant ils auront un travail, un bon salaire, et Fameux Ndongo ne pourra plus leur dire quoi faire. Ils seront plus dans la position de dépendance. Donc, je ne sais pas si je m'exprime mieux, si je m'exprime bien. C'est un peu Ils seront plus malléables. Exactement, tu t'exprimes très bien. Malléables. C'est ça. Donc, en politique, on appelle ça des contre-pouvoirs. Oui. Ça répond exactement à ma question. Voilà, ok. C'est pour ça que je me suis arrêté là-dessus. Bien. J'étais sur quelle partie?